Bonjour à tous, ravi de vous accueillir pour cet atelier en compagnie de Georges et Olivier. On va peut-être commencer par se présenter avant de vous raconter notre belle aventure ensemble. Donc moi, je suis Yohan Benoualid, je suis en charge des activités commerciales chez OneStock et j'ai eu le plaisir de travailler étroitement avec Georges et Olivier de JD au travers du projet OMS. Georges, Olivier, je vous laisse le plaisir de vous présenter. Le plus jeune. Oui, bien sûr, forcément. Bonjour, Georges Correa, donc je suis, on appelle le patron de la Supply Chain Europe pour JD Sport en Europe, 540 magasins, quelques entrepôts. Donc moi, je suis la partie métier logistique, fulfillment logistique, c'est moi. Puis comme ça me permet de passer la parole à Monsieur Technologie, qui est à ma droite, et c'est Olivier Godard. Voilà, donc moi, je travaille pour JD Sport depuis maintenant 2 ans. En fait, je suis consultant, donc je travaille en tant que consultant pour JD Sport. J'accompagne l'IT et digital de JD Sport dans sa transformation, plateforme et parcours client. Et alors, peut-être pour commencer, on avait envie de vous demander, est-ce que vous connaissez JD Sport? Qui a déjà acheté des produits chez JD? Ouais, pas mal. Quand même, ça progresse. Aussi, ouais. Et puis, qui parmi vous a déjà un OMS? Ah ouais, c'est intéressant par rapport au taux d'équipement. Est-ce qu'il y a les clients de OneStock en même temps? Ah, super, bonjour. En même temps, on pourra profiter pour connecter après nos clients à l'issue de la conférence. Alors, en fait, on voulait déjà en quelques mots vous parler de JD, parce que c'est vrai que c'est un groupe qui se développe au travers différentes marques, différents pays. Et peut-être en quelques chiffres, Georges, Olivier, c'est intéressant de partager finalement le groupe qui est assez fort, puissant, mais qui a du coup une certaine complexité, si on peut dire, du fait des différentes marques, des différents pays. Mais voilà, en quelques mots, peut-être partager. Donc JD Sport, c'est d'abord une couverture mondiale. On est aux États-Unis, on est en Asie-Pacifique, on est en Europe. Historiquement, l'Europe, ça a été la plateforme la plus forte qui a développé le plus. L'Angleterre en premier, la France suivie. Donc à l'époque, il y avait un réseau de magasins Chausport en France qui a ensuite migré en JD Sport. Et ensuite, c'est lancé l'expansion sur 11 pays aujourd'hui en Europe et 540 magasins. Aux États-Unis, l'expansion s'est faite au travers d'acquisitions, donc un petit peu différent. Mais néanmoins aussi, aujourd'hui, on a 3 grandes marques aux États-Unis. La marque locomotive, c'est JD Sport, c'est 60% des volumes. Mais on a aussi des marques non fashion, genre basket ou fringues. On a aussi du outdoor, donc camping, équitation, des choses comme ça, présents surtout en Angleterre aujourd'hui. Et donc effectivement, comme disait Yohan, avec un SI qui était en grande partie développé en interne. Et aujourd'hui, face à des défis de transformation, on en parlera plus tard, on a commencé aujourd'hui à transformer. Et donc, d'où l'arrivée d'Olivier aussi pour accompagner cette transformation de l'ensemble des enseignes. Alors, évidemment, JD, c'est un peu la locomotive, mais on propose des solutions qui vont couvrir l'ensemble des marques du groupe JD. Ouais, donc c'est vrai que c'est intéressant quand on regarde JD avec les différentes marques qui sont arrivées, Sprinter, Cosmos, Courir aussi qui a rejoint le groupe. Donc c'est aussi quand on est en phase d'expansion, d'acquisition dans le retail, c'est intéressant de voir comment utiliser la technologie pour créer des synergies, mais aussi avec des métiers différents, parfois des métiers de marques, fabricants ou de retailers, sur certaines marques sur le marché, plutôt connues sur le marché anglais, avec Go Outdoor notamment, de pouvoir combiner des modèles assez différents. Effectivement, donc JD, c'est très brandé marque, Nike, Adidas, New Balance, on les connaît toutes. Mais c'est aussi la capacité dans d'autres enseignes, genre outdoor, où là, ils ont, alors à la mode Decathlon, tout le monde connaît, mais qui produit beaucoup et qui contrôle beaucoup la production, qui fait leurs produits. On a aussi des enseignes de ce type-là. Mais on revient toujours, la locomotive, et tout passe d'abord par JD, parce que c'est là que les moyens y sont, et puis c'est là où il y a le plus fort impact dans la transfo digitale. Juste pour donner un peu de contexte en complément, la particularité, c'est une croissance de folie. Enfin, tu donneras les chiffres, mais la courbe, elle est comme ça. Beaucoup d'acquisitions, ce qui veut dire que jusqu'à maintenant, l'harmonisation des systèmes d'information, ça n'a pas été un sujet. On a à peu près de tout, à peu près partout, branché un peu comme on peut, avec beaucoup de développement spécifique. Et là, JD voit bien qu'il a atteint une espèce de plafond de verre parce que la faute d'avoir des systèmes d'information organisés crée un peu une faiblesse dans l'agilité, dans le vrai sens du terme. Et donc, du coup, un de nos travaux maintenant avec Georges, c'est de remettre un peu de standardisation là où c'est nécessaire et d'éviter d'avoir des branches un peu avec du spécifique un peu partout. Et c'est un gros boulot parce que ça va de la plaque Asie-Pacifique jusqu'à quasiment les États-Unis en passant par l'Europe au milieu.
Et ce que dit Olivier, d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est ce qui est encore vrai en partie pour les systèmes, l'est d'ailleurs aussi pour la partie logistique, puisque j'ai pas moins de 4 entrepôts en Europe qui font à peu près la même chose, mais avec des livraisons différentes, de fournisseurs différents. Donc la complexité, mais c'était essentiellement lié à une croissance incroyable, puisque moi, quand j'ai découvert le groupe GD, c'était en 2018, de mémoire. J'étais venu pour les aider, pour remplacer un SI dans une enseigne qui s'appelait Chausport. Et à l'époque, GD Sport n'était pas très connu. Aujourd'hui, on a vu par le sondage aujourd'hui que GD Sport, c'est 10 milliards. Hein, donc c'est numéro 3 en France, un exemple aujourd'hui. Donc il y a une vraie croissance. Et donc on fait comme on peut pour grandir. Et maintenant, il est temps de rationaliser, professionnaliser, et pour ensuite offrir le meilleur service client, parce qu'on a une chance encore, et ça, il faut qu'on travaille, c'est le produit. Et le client, il cherche le produit, en fait. Aujourd'hui, on a encore cette chance où ils viennent chez nous parce qu'ils veulent acheter le modèle de la Dunk. Ça joue beaucoup. Par contre, à nous, on va revenir à plus tard, de répondre présent, et donc au travers de l'OMS, qui est un moteur clé de cette réponse client. Et du coup, pour illustrer cette transformation chez JD, on a une petite vidéo d'1 minute qui avait été présentée l'année dernière aux équipes et qui a un bon résumé des différentes initiatives de croissance et d'innovation. Let's get mashed, let's buy a bottle and splash that cash. Guess what, it's time for action. You're feeling fine, main attraction. Your vibes, not satisfaction. Cool and baseline, chemical reaction. Chemical reaction. Chemical reaction. Voilà, c'est vrai que pour introduire ce point-là, c'est que la partie omnicanal, dans la stratégie de croissance, d'ouverture de magasins, de modernisation des entrepôts, d'amélioration de l'expérience client, avec notamment le programme de feed, était un des points clés. Et si on reprend, on voulait partager avec Georges Olivier trois des enjeux clés qui avaient été identifiés, dont l'un qui était notamment sur le sujet de l'OMS, la disponibilité de produits comme facteur de vente. Et peut-être, Georges, si on lire quelques mots pour JD. Bon, d'abord, le digital, notre cible de clientèle, c'est 16-25. Donc on a tous compris qu'ils ont tous un téléphone, qu'ils achètent tous en ligne. Enfin, c'est naturel. Donc ça, c'était un élément essentiel de l'achat. Et la musique, là, elle n'était pas forte du tout. Si vous venez dans un magasin, vous allez en prendre plein les oreilles. Ouais. Alors, effectivement, il faut comprendre, c'est très important. Et ce qu'on voit là, et la vidéo est vraiment représentative de l'ADN JD. C'est l'ambiance magasin. Et je pense que c'est un point fort de JD Sport, c'est l'expérience client du jeune qui vient dans le magasin, s'y reconnaît. Nos vendeurs sont comme les acheteurs, c'est les mêmes. Ils se reconnaissent dans cette image-là. Le produit est à leur image, et c'est ce qui fait notre succès aujourd'hui. Par contre, le pendant de ça, c'est qu'en général, quand on annonce que la Dunk bleue et rouge, 500 exemplaires sort, ils vont faire la queue devant les magasins, et donc on doit avoir la solution pour pouvoir servir le client dans un délai. Donc effectivement, la dispo produit est un élément clé parce qu'en fait, le client, il veut acheter et il veut l'avoir, que ce soit en magasin ou sur un parcours digital, d'ailleurs, un click and collect ou j'expédie. Et donc ça, c'était un élément clé de réussite et sur lequel nous, on voulait absolument un OMS performant. Alors, c'est vrai que quand on regarde sur les éléments de disponibilité, c'est vrai que souvent des points que j'ai entendus dans les réunions avec JD, c'était de se dire, quand un consommateur veut un produit, si on arrive à lui garantir cette disponibilité, à avoir cette promesse de disponibilité et de livraison avant les autres, ça permet de gagner des ventes et de ne pas se battre sur le prix aussi, parce que c'est là, sur ces produits-là, on fait le plus de marge, mais aussi de pouvoir le faire quels que soient les chemins logistiques. Vous pouvez avoir que ce soit du coup de la livraison magasin ou de la livraison depuis les entrepôts. Et si on prend quelques exemples aussi de cas un peu spécifiques qu'on
qu'on peut avoir sur cette disponibilité produit. Voilà, je sais qu'il y a des produits qui sont en magasin, en entrepôt. Il y a aussi des partenariats avec des marques pour pouvoir aller chercher du stock. C'est ça. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, comme l'informatique, elle est complexe, la logistique, elle est aussi complexe. J'ai des entrepôts, j'en ai pas moins de 2 géants pour l'Europe, un troisième pour le e-commerce, plus le stock en magasin. Et donc, cette complexité fait que je n'ai pas un seul point de fulfillment de stock, j'ai les magasins. Et donc, notre OMS doit être capable de répondre, et pour le client, de manière transparente. L'important, c'est d'assurer que je vais lui expédier, et ça, c'est le but du futur, de dire, toi, tu habites à tel endroit, le stock le plus proche qui va te garantir un délai de transit le plus court, eh ben, je vais t'expédier à partir du magasin de tel endroit. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'on est en train de travailler avec les équipes aujourd'hui autour de l'OMS, c'est de garantir en fait une dispo produit, c'est-à-dire je sais vendre de n'importe où et je sais lui expédier dans le meilleur délai possible. Voilà, c'est 2 choses. Du coup, je suis désolé, je vois pas. Juste pour compléter ton point, si je reviens à la croissance, rappelez-vous que cette boîte-là, elle a été créée il y a 30 ans, 40 ans, en Angleterre seulement, avec des magasins en Angleterre, un entrepôt en Angleterre. Il n'y a pas si longtemps que ça, on n'avait qu'un entrepôt en Angleterre. Et le truc maintenant, tu as des magasins jusqu'au fin fond de l'Espagne, en Norvège, en Suède, et tu dois servir tout ça. Et c'est vrai que la croissance fait qu'en fait, aujourd'hui, on se repose des questions de logistique et des questions de parcours client, mais on est un peu en retard. Pour être très transparent, on est un peu en retard sur le sujet parce que suivre la croissance, ça a été, je pense, très compliqué pour les équipes JD. Donc maintenant, il y a un vrai travail de remettre au propre la logistique et l'OMS. Et les deux n'avancent pas à la même vitesse. Il faut qu'on soit capable de caler les deux dans la temporalité. C'est vrai que ce qui était intéressant de nous aussi de notre côté en travaillant avec vous, c'est d'avoir des règles d'orchestration. On allait pouvoir chercher quand une commande arrive à un stock qui est en entrepôt, si l'entrepôt est capable de gérer les pics, s'il n'est pas déjà surchargé de commandes, de pouvoir aller le chercher en magasin, voire dans des stocks réservés avec certaines marques, Adidas, Nike et d'autres, dans lesquels vous aviez aussi la capacité d'aller chercher du stock complémentaire et donc de pouvoir aussi étendre cette puissance de stock qui est un axe de croissance. Et puis de gérer aussi des cas particuliers. Je pense dans l'expérience qui est proposée en ligne, on peut acheter des bundles de produits, un maillot avec son flocage qui amène parfois à aller chercher des commandes seulement dans certains magasins. On va peut-être prendre quelques exemples que tu voulais dire. Puisqu'on a en France, mais on va déployer. En France, on a une machine qui permet de floquer des t-shirts de clubs de football. Donc on a la machine sur machin des Champs. Alors les Champs, pourquoi ? Parce que c'est PSG, forcément, ça attire quand même du monde. Les Champs-Élysées, c'est le magasin. Je vous donne un chiffre parce que ça paraît, c'est 30 cartes. Un magasin moyen, on va dire, c'est 30 cartons par jour d'appro. Les Champs, c'est 125 cartons par jour, tous les jours, du lundi au samedi. On est juste dans une autre dimension. Et là, c'est pareil en termes de trafic. Et donc, effectivement, l'idée, c'est de pouvoir offrir, depuis quelques points d'expertise, du flocage de maillots et de l'expédier. Et en fait, pour le client, c'est totalement transparent. Lui, il commande un maillot avec son nom dans le dos et il va le recevoir à domicile. C'est totalement transparent. Donc ça, c'était le rôle de l'OMS. C'est ce qu'on attendait vraiment de la solution. Et tout en restant dans des standards de solution. Parce qu'en fait, l'enjeu pour nous, c'est de ne pas remettre du spécifique dans les outils, de ne pas avoir de spécifique. Donc la guerre qu'on a aujourd'hui, la guerre, c'est un grand terme, mais en tout cas, la bataille qu'on a, c'est de faire le bon équilibre entre des besoins très pointus, très spécifiques sur des points précis. Les Champs-Élysées, c'est un magasin qui a des besoins particuliers. Et le fait de s'appuyer sur les solutions standards du marché, qu'il est hors de question de tordre dans tous les sens, sur lesquels il est hors question de mettre du spécifique, donc on est capable d'avoir en fait, des grands templates de solutions et de les connecter dans certains marchés en fonction des besoins, plutôt que de faire du full custom à chaque fois, qui devenait immaintenable. Challenge accepted, la gestion des produits personnalisés, on le fait en standard. Et si on prend aussi donc du coup deuxième enjeu de la disponibilité des stocks pour gagner des ventes, si le produit est disponible avant vos concurrents, JD fait la vente, mais livrer aussi plus vite, qui est aussi un enjeu. Alors comment ça se traduit ? C'est vrai que souvent tu disais c'était à la fois le délai de préparation et le délai de livraison. Il faut jouer sur les deux axes pour gagner en performance. Parce que le vite, il y a le transporteur, on le sait, mais si j'appelle Chronopost, il sait même faire Digi+1 quasiment partout. Mais il y a le vite, et une composante avant, c'est quand je prépare la commande, quand je la prends et quand je la mets disponible au départ transporteur. Et donc, dans l'OMS,
un des éléments clés, c'était si j'envoie une commande vers le magasin parce que je n'ai pas le stock à l'entrepôt, parce que la distance de livraison va faire que le transit time en Italie du Sud, c'est mieux d'expédier depuis un magasin que depuis M dans le nord de la France. Par contre là, on peut avoir ce stock sur plusieurs magasins. Et donc l'idée, c'est aussi de faire un peu de compétition entre les magasins et de dire celui qui prend le premier qui prend, il va être incentivé, il y a une motivation à faire la commande et à la faire le plus vite possible, parce que plus vite elle est faite, et bien plus vite je la remets au transporteur et plus vite elle arrivera chez le client. Parce que ça aussi, quand j'achète en ligne et le produit, les gens ils le veulent, c'est tout aussi vrai en magasin où je l'achète parce que j'y viens et j'ai le produit dans la main. Mais s'ils le commandent en ligne, ils attendent aussi une expérience la plus rapide possible en livraison à domicile ou sur un point relais. Et pour assurer, notre principal focus, c'est l'expérience client. C'est-à-dire qu'en fait, on a mis de côté les aspects financiers au départ. Ça viendra, hein, mais pour l'instant, donc les critères de priorisation on a fait 3 layers de magasins qu'on met en compétition. Et les layers sont définis en fonction de critères de qualité d'exécution et en fonction de rotation de stock. C'est-à-dire qu'on va privilégier les magasins qui ont les meilleurs critères de qualité, moins de rejets, moins de plaintes de clients, etc. C'est à eux qu'on va envoyer les commandes en premier. Et les magasins qui ont, non pas le plus haut stock, parce que si tu as 100 pièces à Champs-Élysées, on a bien compris, dans la journée, tu peux être retrouvé à 0, mais ceux qui ont les plus faibles rotations de stock, qui sont les plus intéressés à traiter des commandes pour nettoyer leur stock. C'est comme ça qu'on définit ces règles d'orchestration par layer de priorité pour faire en sorte qu'il y ait toujours une constante client en premier. Alors un élément, mais on le voit parce qu'on fait déjà du ship from store, on fait déjà de l'expé, c'est un peu plus artisanal, on va dire. Mais cette année, on a mis l'accent, l'année dernière, on a mis l'accent sur la France à tourner les curseurs des ship from store, d'avoir plus de magasins et d'augmenter les caps du nombre de commandes jour. Et en fait, aujourd'hui, la réponse début 2025, c'est le retail me dit jamais on a eu un stock aussi propre en magasin. C'est-à-dire que par le ship from store, on peut faire de la promotion, on peut liquider donc les faibles rotations magasins, parce que souvent sur des baskets, on évite de les faire remonter, hein, ça coûte cher, hein, la reverse logistique quand même. Et donc du coup, on s'est rendu compte aussi que c'est un canal d'écoulement sur du produit qu'on va discounter parce qu'on veut les faire partir du magasin et non pas les faire revenir à l'entrepôt pour être repositionnés sur la saison suivante. En gros, un JD fonctionne sur 4 grandes saisons, il y a 4 grandes périodes d'achat au trimestre. Et donc en fait, de temps en temps, on faisait remonter des produits à l'entrepôt pour les repositionner plus tard. Mais ça coûte quand même, c'est cher. Et versus le fait d'écouler en ligne, même avec un prix un petit peu discounté, on s'est retrouvé avec une efficacité. Donc pour ça, pour le magasin, c'est important de dire je peux vendre mon stock et je fais du chiffre d'affaires. J'ai une main qui se levait, oui. Le chiffre from store, vous le faites, est-ce que le stock part du magasin directement vers le consommateur final ou est-ce qu'il passe par votre entreprise? Non. C'est dans le cas de la France, Direct customer, pardon, direct au client. On a une tournée, dans notre cas, on a Chronopost qui passe et qui donc il dit voilà, j'ai 7 commandes à prendre et la camionnette Chronopost passe et elle embarque les 7 commandes. Alors, la réponse, elle est oui, et c'est vrai dans tous les cas. En fait, c'est compliqué parce que le chiffre, je vais donner un chiffre, hein. En footwear, le stock moyen d'une référence est 1,4 pièces. On n'a pas 10 pièces en moyenne de la Air Dunk 40 et 41. Donc, de toute façon, la rupture, on l'a. Nous, notre objectif, et ça, c'est l'appro amont, c'est entrepôt vers magasin, c'est d'assurer de l'expé tous les jours. Donc, en gros, moi, j'ai des entrepôts, ils travaillent 365 jours par an, 24 heures sur 24, avec des départs vers les magasins. Donc, effectivement, j'ai des ruptures, c'est vrai. C'était pas tant la rupture dans la disponibilité, mais vraiment dans l'erreur de stock. Ah. Non. Et même pour vous dire, on voulait en parler, mais on est en train de faire une expérimentation RFID. Je vais donner un chiffre. Hein. Nos fournisseurs, Adidas, Nike, on est à peu près à 100% de tagués RFID d'origine, c'est-à-dire d'usine. Et donc, on a lancé une expérimentation RFID qui n'était pas sur la justesse du stock, mais qui était sur le fait de pouvoir retrouver le stock au magasin et de vendre. Et en fait, l'effet
inattendu, personne ne l'avait vu, c'était l'augmentation des ventes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand j'ai tagué et que j'ai reçu la paire de chaussures et que j'ai mon RFID, d'abord je prends l'appareil, puis je cherche dans le stock et je la retrouve. Et c'est surtout l'effet positif et sur lequel nous, on était plutôt basé sur la justesse des stocks, etc. En fait, on s'est retrouvé qu'on a amélioré le taux de conversion et les ventes en magasin. Et ça nous a amené aussi à expérimenter la préparation de commandes, Ouais. au-delà du picking, packing classique, avec la RFID aussi, Ouais. avec JD sur certains magasins, notamment en commençant en Angleterre. Parce qu'il retrouve le produit. En fait, parce que quand il dit il est là, on est sûr qu'il est en magasin, il est quelque part. Et juste pour compléter votre point, si j'essaie de voir ce qu'il y a sous votre question, c'est que le fait d'avoir un système de compétition sur les commandes fait qu'en fait, quand on a des erreurs de stock, on le ressent moins parce qu'en fait, globalement, quand un magasin va prendre une commande et qu'il va prendre la commande, et qu'ensuite il va se rendre compte qu'il n'a pas le stock et qu'il va le libérer, ça va déclencher chez nous une procédure de recomptage de stock et la commande, elle est instantanément renvoyée à un autre magasin. Donc le client, il s'en rend même pas compte. Ou à l'entrepôt. Le client ne s'en rend pas compte parce que la commande elle est libérée tout de suite et réorchestrée. Et dans le même temps, nous, on lance une procédure d'audit dans le magasin pour vérifier le stock. Et donc, si je donne un exemple dans le cas, si je suis avant 15 heures et que la commande elle est reroutée vers l'entrepôt en France, par exemple, je suis encore capable de lui faire un J+1. Donc, techniquement, le client il ne verrait même pas la il vivrait la même expérience que si ça a été expédié du magasin que si ça a été d'entrepôt. Après 15 heures, bon là c'est mort, mais si je suis avant le cut-off, je serais capable de lui dire je suis en livraison J+1. Et c'est qu'un des points en tout cas qu'on avait beaucoup partagé en préparation du projet, c'était le fait de pouvoir engager les équipes magasins dans la qualité d'exécution, en leur amenant aussi des outils qui permettent de faciliter la préparation de commandes, le pick, pack, ship, pour prendre cet exemple-là, mais aussi de pouvoir les faire collaborer ensemble, un peu comme l'évoque Georges sur ce qu'on appelle la collaborative allocation. Si on peut envoyer à plusieurs magasins la commande, et si l'un ne la prend pas, l'autre la prend, et plutôt que d'avoir des approches séquentielles, ce qui fait gagner du temps pour justement livrer plus vite et atteindre ses objectifs. Alors peut-être pour aller sur le troisième point, il y avait aussi, on parle beaucoup là de l'expérience en ligne vers les magasins, mais il y avait aussi un axe important qui était l'expérience en magasin, et notamment tu l'évoquais Georges avec la disponibilité des produits. Je suis en magasin et malheureusement il n'y a pas ma taille et du coup plutôt que de repartir sans la perte de mes rêves, le vendeur m'accompagne et m'apporte une expérience où il va pouvoir me trouver la paire qu'il me faut et me la faire livrer ou me permettre de venir la chercher assez vite. Quelques mots peut-être sur cette approche magasin. Ouais. Et ça fait partie des particularités de GD. C'est-à-dire qu'en fait, cette boîte, elle est hyper forte sur plein de sujets, mais ils sont encore convaincus qu'on fait du business avec des kiosques en magasin. Et ils sont encore convaincus que les clients viennent en magasin pour passer des commandes sur les kiosques. Et donc là, on a un sujet de transformation qui n'est pas que technologique, qui est vraiment dans l'état d'esprit des gens. Donc on a introduit via la solution OneStock ce qu'ils appellent l'Order in-Store Solution. C'est-à-dire une solution où chaque collaborateur aura sur son téléphone la même solution pour faire toutes les préparations de commandes. Donc tu reçois tes commandes, click and collect, etc. Mais tu as aussi un petit bouton catalogue dans lequel tu peux naviguer en fait, dans l'ensemble du catalogue de la marque comme si tu étais sur le site web, avec en temps réel tes stocks en local ou tes stocks dans les magasins alentours ou tes stocks entrepôts, et la possibilité de passer directement une commande sur ton téléphone avec des systèmes de paiement mobile avec le client pour avoir une fluidité de parcours et faire en sorte que l'enjeu, c'est de dire on arrête de dire non au client. Le non n'existe plus. C'est pas parce que j'ai pas la taille que je peux pas le vendre. C'est pas parce que j'ai pas la couleur que je peux pas le vendre. Et donc je prends mon mobile. Et quand je vous dis ça, ça vous paraît tous évident, c'est évident. Sauf que c'est pas la réalité aujourd'hui des pratiques en magasin. Et donc c'est un truc qu'on essaie d'amener un peu pour améliorer l'expérience client en magasin, en se connectant toujours sur l'OMS, qui est notre nouvelle source de vérité pour le stock. On fait en sorte de ne pas multiplier les stocks, parce qu'avant on avait des flux qui partaient dans tous les sens. Donc maintenant on s'appuie sur une seule solution qui devient nos sources de vérité sur le stock et sur lesquelles tous les systèmes viennent s'appuyer, y compris les solutions vendeurs mobiles en magasin. Oui. Le chiffre d'affaires est reconnu au niveau du magasin qui fait la vente ou au niveau du magasin qui a l'inventaire? Jusqu'à maintenant, c'était MAG. Puis j'ai entendu un petit bruit qui serait peut-être digital, mais à l'origine, effectivement, l'idée, c'était de faire qu'une partie du chiffre d'affaires soit reversée au magasin. Je pense que c'est important
qu'en fait, la vente, si elle est faite d'un stock du magasin, pour moi, il y a une logique que le chiffre d'affaires rentre dans le magasin. Voilà. Et on a même une demande, et je ne sais pas où on en est là-dessus, de règles des magasins pour dire si le magasin A prépare une commande et que c'est un magasin B qui la remet, on répartit le chiffre d'affaires à 50-50. Donc on a aussi des règles comme ça qui font partie des sujets de réflexion actuellement dans ces sujets-là. Alors, il n'y a pas de vérité. Pour moi, il y a juste des choix et d'équilibrer en fait entre les équipes pour que chacune se sente engagée dans les solutions. Le leitmotiv là, de ces solutions-là, c'est vraiment je ne perds aucune vente. En fait, un des éléments, c'est le taux de conversion. J'ai eu 100 clients qui sont rentrés. Mon objectif, c'est de faire 16 ventes. Je vous donne un chiffre comme ça peut être 32. Mais c'est bien ça l'idée. Donc, au travers des solutions technologiques digitales, on va garantir qu'en fait, on va faire le maximum de ventes sur le point de vente. Et pour être transparent, je finis sur ce point-là, la répartition de valeur n'est pas un point d'orchestration dans l'OMS, c'est un point uniquement financier. Ouais, c'est ça. On ne le traite que dans la partie financière, ça nous permet de régler le truc comme on veut, sans toucher aux règles d'orchestration derrière. Avec l'OIS Order in Store, vous avez la capacité de faire des ventes hybrides, à la fois de vendre un produit que vous avez pas en stock dans la boutique, et également, dans la même vente, même paiement, de vendre un produit qui est physiquement dans la boutique. Tout à fait. Donc ça c'est le plan. On n'y est pas encore. On a une caisse qui tourne sur un logiciel qui a été créé en COBOL il y a 40 ans. Donc du coup, elle n'est pas d'une souplesse folle, mais c'est effectivement le plan, c'est d'avoir ce qu'ils appellent du immediate pick-up ou instant pick-up additionnel avec une vente. Donc de dire, je te vends la paire de chaussures qui est là et le survêtement qui va avec, bah, tu l'auras chez toi demain. Ça, c'est le sujet sur lequel on travaille en ce moment. C'est pas live encore. Donc là, la logique de panier mixte, en tout cas sur l'expérimentation du mobile POS, qui fait partie des objectifs qu'on a en magasin, là dans le déploiement. Pour One Stock, c'est facile. Côté ERP, c'est un peu plus compliqué. Mais un des points aussi qui était intéressant, c'était dans cette logique-là, c'était aussi d'avoir un replatforming, et on va en parler après dans le projet, mais il y a eu une refonte des sites en même temps que les applications magasins, donc c'était un projet assez ambitieux, et de pouvoir profiter de cette occasion pour avoir une promesse de livraison qui est aussi indépendante des canaux. C'est-à-dire que le client qui ira en ligne ou qui demanderait à un vendeur en magasin aura la même promesse de livraison pour être livré chez lui, en pouvant du coup s'appuyer sur l'OMS pour aussi avoir une expérience homogène. Yes. Et au-dessus de tout ça, juste pour vous donner un chiffre, il y a 4 ans, 100% de la pro, ils venaient du UK, que ce soit le e-com ou les mags. Aujourd'hui, je suis à 90-10 intra-Europe, 10% sur la pro magasin qui vient du UK, je suis encore à 25% du e-commerce fulfillment qui est fait de l'Angleterre, 75% c'est fait depuis l'Europe. Donc, en plus de la transfo du système, on a eu une transformation physique des sources de stock pour alimenter l'ensemble des 58 millions de pièces par an, rien que l'Europe. Donc, je me suis bien amusé sur les 2-3 dernières années. Et peut-être sans trahir de secret maison, mais c'est vrai que les projets d'Order in Store ont plutôt démarré dans les pays d'Europe du Sud, parce que justement, comme la logistique était très puissante dans l'Europe du Nord, se dire je vends un produit en Italie en magasin qui est livré dans un autre magasin italien le lendemain, plutôt que 2 ou 3 jours après avec l'entrepôt néerlandais. Dans un choix, c'est un impact business important. Dans un choix stratégique de ne pas multiplier les points de stock entrepôt, parce que ça a une valeur le stock. Pas faire un entrepôt en Espagne, pas faire un entrepôt en Italie, pas faire un entrepôt. Donc on l'a mis en Hollande, c'était assez bien barycentré. Aujourd'hui, le sud de l'Europe est en expansion forte. Et donc effectivement, l'OMS va permettre d'offrir aussi des délais de transit, parce qu'on a beau dire un camion, c'est 65 km/h de moyenne en Europe, un 38 tonnes. Et donc forcément, amener un stock de la Hollande à l'Espagne, il y a un temps incompressible. Et donc c'est de pouvoir aussi dire, en Espagne, ces produits-là, on va les fulfiller systématiquement depuis les magasins en premier, parce qu'on sait qu'on a le temps de transit le plus court. Contrairement à l'Angleterre, qui pour le coup, c'est une ligne droite qui va du nord au sud et qui est super facile à distribuer, où il y a un entrepôt qui est pile au milieu, où là, en fait, toutes les commandes quasiment partent de l'entrepôt. Ouais, c'est ça. Ouais, d'avoir des règles d'orchestration qui s'adaptent au marché, c'est aussi un des points clés en complément. Ouais. Aujourd'hui, le choix,
C'est un choix. Pour l'instant, c'est ça. En Ouais, réalité, c'est ça. dans la solution, on peut avoir du standard ou de C'est l'express, ça, c'est ça. que ce soit du picking entrepôt, du picking magasin. Pour l'instant, pour simplifier la vie de nos magasins, on leur évite d'avoir, quand c'est pas nécessaire, 2 transporteurs qui viennent dans la journée Pas simple, et donc 2 sacs à gérer où tu mets tes colis différents. Ouais, ouais. Mais en tout cas, la solution, elle est disponible sur l'outil. Il y a 2 éléments à ça, effectivement. Il y a le fait qu'en magasin, il ne faut pas oublier qu'ils doivent servir d'abord le client physique qui vient. Donc commencer à faire 2-3 providers de pick-up, c'est quand même complexe. Deuxième chose, on va dire les choses. Chronopost, aujourd'hui, sur le périmètre France, c'est le partenaire transport qui, aujourd'hui, pour moi, fait la meilleure offre collecte livraison. Donc, ils ont un niveau de service qui est bon. Donc, ça, c'est les raisons. Ça ne veut pas dire que demain, on ne va pas ouvrir d'autres solutions. En tout cas, notre choix actuel, c'est Chronopost, oui, effectivement. J'ai 2 questions complémentaires. Ça veut dire que le CMS, si un produit part de l'entrepôt centralisé, va proposer plus de solutions de transport que uniquement Chronopost. Oui, c'est ça. En termes de frais opérationnels, le fait d'avoir des collectes dans tous vos réseaux de magasins ne génère pas de surcoût opérationnel. Alors, pas tout à fait vrai. On va dire, le coût d'expédition d'une commande à partir d'un magasin est supérieur au coût d'expédition à partir d'un entrepôt central. D'accord ? Ça, c'est une vérité. Mais c'est notre choix de dire on ne va pas impacter, c'est transparent à ce niveau-là pour la partie mag. Sur la partie Next Day, je prends l'exemple Next Day, la livraison J+1 de Chronopost, là, il y a effectivement une participation du client par rapport au coût d'une livraison standard Colissimo. Mais sur la partie mag, c'est transparent pour le client. C'est ça. Et c'est souvent absorbé par l'augmentation du stock exposé Voilà. qui permet d'augmenter les ventes et la conversion par les délais de On a 2 heures ou 3 heures, je me souviens. Ouais, Oui, parce qu'on pourrait passer après. Les questions, c'est quand même sympa en même temps de rendre ça interactif. Et les rétractations clients, les articles vont dans le magasin qui est expédié ou bien à la Les retours ? Alors, les retours, il y a 2 possibilités. Un client peut choisir de faire son retour physiquement en magasin. D'accord ? Ça, il peut le faire. Que ce soit d'ailleurs une commande Internet à l'origine et il va dans son magasin le plus proche et il dit je fais un retour. Tout comme, alors le cas du magasin, ça reste magasin. Ou alors, j'ai expédié depuis un stock magasin. La fiche de retour, elle lui propose l'entrepôt de M dans le nord de la France, qui est l'entrepôt e-commerce. Et il peut faire son retour sur cette entité-là. Voilà, vraiment donner la main au client pour qu'il soit libre du canal d'achat et du canal de retour. Alors peut-être, juste pour prendre aussi en termes de transformation, qu'est-ce qui vous a guidé, et je pense que Elise t'en parlait un petit peu tout à l'heure, dans le fait de se dire retour développé ou se focaliser sur des fonctionnalités ou des bonnes pratiques qui existent. Dans votre réflexion, en tout cas, qu'est-ce qui a été générateur dans cette transformation Sans aucun jugement, c'est l'histoire qui fait ça. C'est-à-dire que cette boîte s'est construite sur une accélération folle, avec des acquisitions de partout. Et quand tu te poses un moment donné et que tu regardes ton système d'information, c'est juste un plat de spaghettis. Un plat de spaghettis avec des règles de gestion qui sont réparties un peu partout. Moi, j'étais manager de transition chez JD pendant un certain temps. J'étais patron du multichannel. Quand on me demandait de changer une règle et de prioriser un entrepôt plutôt qu'un autre, c'était 3 mois de dev. 3 mois de dev, je ne vous parle pas des bugs et les régressions et les trucs et les machins. Donc plus personne n'osait rien me demander parce que de toute façon, ils savaient qu'à la fin, j'allais dire non ou j'allais leur faire de la merde. Parce qu'en gros, j'avais des règles de gestion qui étaient avec l'histoire. Hein. C'est une fois de plus, c'est pas des mots. T'en avais un peu dans le front parce qu'à un moment donné, il fallait vite. Pendant le Covid, un peu dans le back, un peu dans le middleware, un peu dans l'OMS, en tout cas ce qu'il en restait, j'en avais partout. Et donc on s'est dit on ne peut pas rester avec ça, donc c'est pour ça qu'on a décidé de se dire l'expansion ne peut s'appuyer que sur quelque chose qui est maîtrisé. Et donc du coup on s'est dit on prend le temps de reconstruire quelque chose de propre et on refait des vraies couches. Donc on refait une recouche OMS, on refait une couche back-office avec des systèmes d'information qui sont différents en fonction des pays, et on refait un front un peu standardisé, mais on refait des trucs propres où chacun gère son périmètre et on arrête d'en mettre partout. Et c'est vrai que un des points qu'on avait eu beaucoup au démarrage du projet, c'est d'avoir une culture où il y avait beaucoup de dev et beaucoup de développement custo, et là de vraiment forcer à aller vers du natif. Et donc c'est sûr que vous imaginez que quand il fallait me demander l'autorisation de faire un ticket pour changer une règle d'orchestration entre je veux plus envoyer de tel entrepôt, ça crée de la frustration chez les utilisateurs parce qu'en fait il n'y a que les techs qui tenaient la boîte. Hein, et donc du coup notre souhait c'était de rendre la main au business
et de se dire quelle solution sur le marché va nous permettre de faire en sorte de rendre les clés des règles d'orchestration au métier. Et le choix qu'on a fait, c'est le choix de trouver une solution qui nous permettait d'avoir quelque chose qui était end-user, pour faire en sorte que ce soit vraiment le métier qui soit maître de son destin et pas des informaticiens, même si je les adore. Juste pour l'anecdote, c'est que moi j'étais même contraint dans mes offres de services de transport. Il faut vous imaginer que quand je voulais implémenter un nouveau carrieur, un nouveau mode de collecte, tout passait par l'info. Je ne pouvais pas dire, tiens, sur l'Italie, on a BRT comme provider magasin, je veux mettre peu importe qui, GLS pour la partie entrepôt. Ben, c'était forcément de la programmation. Et donc on voulait sortir de ça, et dans le choix qu'on a fait, alors c'est pas moi qui l'ai fait, le choix c'est JD, mais ça paraissait évident pour tout le monde que le choix, il fallait qu'il soit capable de s'adapter à toutes les contraintes marché qu'on a. Vous avez vu, c'est pas simple. En gardant en tête qu'on voulait quelque chose qui était pas trop ouvert, parce que la nature de la boîte, elle n'a pas trop changé. Donc si vous leur donnez une boîte de Lego, ils vont vous construire je sais pas quoi avec. Donc il fallait quelque chose qui soit suffisamment cadré pour empêcher les délires. Et donc on a cherché ce compromis entre quelque chose de flexible, mais suffisamment packagé pour éviter les délires de développement informatique. Une question ? Alors c'est pas complètement fini, et la réponse, ça dépend. Je crois qu'on je vais compléter. on a dans 2 slides cette partie-là. C'est une très bonne question parce qu'on a eu quand même 3 projets en parallèle. Ouais, voilà. je réponds juste après. Voilà. Il y avait une autre question derrière, je crois, madame. Alors, délai de livraison pour le client, tu veux dire ? Bah, c'est simple. En Italie, depuis l'entrepôt, on est à 6 jours. Ouais, c'est ça, 5. Là, je passe à 2 jours. Donc, je pense que le taux de transformation va bouger un peu. Et le pari qu'on fait quand on accepte de dépenser plus d'argent en ayant une productivité moins bonne, hein, parce qu'on ne peut pas se mentir, les personnes en magasin n'ont pas la productivité des préparateurs de commandes en entrepôt, c'est d'assumer qu'on va absorber cet écart de productivité par un meilleur taux de transformation et par un meilleur nettoyage des stocks. Et une meilleure expérience client. En fait, il y a aussi un coût. C'est-à-dire que quand je signe un contrat de transport avec BRT Italie, j'ai un certain tarif à la commande. Quand je fais un shipment international à partir d'un entrepôt en France pour faire un XD sur le sud de l'Italie, je peux vous dire qu'il y a un coefficient multiplicateur du coût. Donc en fait, il y a une partie du coût qui est absorbée par le fait que j'ai un meilleur tarif sur un contrat national. Mais en tout cas, un des points qui est intéressant, c'est que chez OneStock, on a des clients qui nous utilisent parfois comme un framework pour développer beaucoup autour. Mais chez JD, notre choix, ça a été de dire restons au maximum sur le natif, essayons de privilégier la time to value. On avait surtout un client qui drivait bien aussi son projet de son côté pour s'appuyer un maximum sur les fonctionnalités natives et d'avoir des quick wins. Et c'était un des facteurs clés de succès, en tout cas, qu'on peut partager. Et juste voir qui étaient les parties prenantes et qu'est-ce qu'on a décidé de mettre dans l'OMS et pas dans l'OMS. Parce qu'un des enjeux, souvent, pour éviter de retomber dans l'approche framework, c'est de faire à l'OMS des choses qui ne sont pas de l'OMS. Donc, c'est peut-être sur les points clés entre finalement le focus que vous avez vu entre les attentes clients et l'optimisation de la logistique. Celle qui cliquait le plus fort, c'était la patronne de la logistique. Oh, qu'est-ce qu'elle gueulait. Mais elle avait raison, hein, c'était une catastrophe. On avait un niveau de service qui était catastrophique. Comme je disais, donc les deuxièmes, c'était les magasins, parce que les outils de préparation de commandes qu'on leur donnait, c'était quand même... c'était pire que Néandertal. Hein. Enfin, ils ont encore des devices en mode caractère pour préparer les commandes en magasin. Je ne sais pas si vous imaginez, avec des touches fonctions F1, F2, F3 pour accéder à des menus, pas des écrans tactiles. Hein. Et donc, du coup, il y avait une compétition. 5 minutes 50. Et donc, du coup, il y avait une compétition entre la logistique qui n'était pas contente de notre OMS, et elle avait raison, et nos magasins qui n'étaient pas contents. Les clients, je pense qu'il ne fallait pas trop qu'on leur demande parce que je pense qu'on aurait le même son de cloche. Donc, il y avait vraiment en fait un accord commun entre le retail et la logistique pour changer. Alors, si on se dit finalement qui ont été les parties prenantes, peut-être si on a 5 minutes, on va accélérer un petit peu. Alors, dans tout le projet de transformation, c'est celui sur lequel on a... Alors, en général, dans les projets sympas, tout le monde a tendance à donner son avis. Dans celui-là, c'est encore pire parce que pour le coup, tout le monde est vraiment impacté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une BU, c'est que j'exagère un peu, il n'y a pas une BU de la boîte qui ne va pas être impactée à un moment donné
par l'OMS et la façon dont on va le monter. Donc que ce soit les magasins, donc je ne vais pas vous faire la slide, vous l'avez vu, mais c'est vraiment un projet 360. Et donc du coup, il faut trouver le bon compromis entre le niveau d'écoute et le niveau d'assertivité qu'on met dans le projet. Et alors, si on partage peut-être quelques bonnes pratiques qu'on a pu avoir, un des sujets, ça a été de dire qu'est-ce qui est dans l'OMS et qu'est-ce qui n'est pas dans l'OMS. Et ça a été aussi un travail d'alignement important en interne. La première question qu'on a traitée. Moi, maintenant, tous mes projets OMS, je les attaque comme ça parce que ça évite les ambiguïtés. Parce que quand ça a commencé en pugilat. C'est-à-dire que le patron du WMS me dit « Ouais, c'est un scandale, tu m'as pris mon boulot. » Tout le monde gueulait. Et donc, ce qu'on a fait, le premier truc qu'on a fait, c'est de dire « Voilà ce que ça fait en OMS. Et voilà ce que ça ne fait pas. » Et donc, du coup, voilà ce que ça fait. Alors, je ne vais pas vous le lire, mais je pense que vous connaissez ça par cœur. Ça paraît vraiment con-con, hein. Mais franchement, sur certaines boîtes, ça vaut le coup de le faire parce que ça évite les tensions inutiles. Et surtout, si tu veux passer sur ce que ça ne fait pas, c'est super important. Ça passe pas les commandes auprès des fournisseurs. Ça ne décide pas à votre place de si vous mettez 50 pièces à gauche ou 50 pièces à droite. Ça vit avec. Ça assume ce choix. Ça ne gère pas l'entrepôt et les préparations de commandes dans l'entrepôt. Hein. Donc, ça automatise pas un entrepôt. Et donc, du coup, ça ne fait pas la gestion de l'assortiment et ça ne choisit pas s'il faut du bleu à Marseille ou du rose à Tourcoing. Ça ne fait pas tout ça. Mais il faut de plus, hein, ça peut vous paraître basique et évident. N'hésitez pas à rappeler ça au départ parce que ça peut éviter des tensions. Alors bon, après, on a eu évidemment des enjeux clés sur la performance. Bon, on gère ça très bien. On va peut-être passer un peu vite là-dessus, sur les points clés qu'on a pu avoir sur finalement les personnes à embarquer et ce qui vous a aussi animé dans ces étapes. Voilà, en tout cas, on a parlé de partir un maximum sur une approche de fonctionnalité native pour pouvoir avoir des quick wins et du coup un TCO réduit. Embarquer l'équipe en magasin, et ça c'est intéressant de voir les équipes. Ouais, c'est ça. Nous, le premier truc qu'on a fait, on était très vite alignés avec Georges sur le projet. Et on voulait pas que ce soit une usine à gaz, et on voulait que ce soit un truc qui embarque les magasins. Et on s'est rendu compte au bout de 4 mois de projet qu'il n'y avait pas une personne du retail, donc des magasins, qui avait été embarquée dans le projet. Donc le même truc qu'on a fait, c'est qu'on a pris tous les patrons d'Europe des magasins, on les a emmenés à Toulouse, on les a foutus chez One Stock une journée, et on leur a appris ce que c'était qu'un OMS, ce que ça faisait, ce que ça faisait pas. Ils ont visité des magasins, ils ont visité Intersport, etc. Et les mecs se sont rendus compte de ce que c'était vraiment un OMS, en dehors de ce qu'ils connaissaient, parce que quand tu bosses chez JD depuis 20 ans, tu as une vision de l'OMS qui est très JD. C'est-à-dire que globalement, quand tu n'as rien vu d'autre, c'est ton alpha et ton oméga. Et donc du coup, je pense que c'est le premier truc qu'on a plutôt bien fait au départ, c'est de remettre le projet dans les mains du retail en disant c'est votre truc à vous, parce qu'à la fin, c'est vous qui allez dire j'en veux plus, j'en veux moins, je les veux comme ci, je les veux comme ça. Il y a 2 choses qui étaient importantes. C'est d'abord, moi j'ai participé au choix initial, donc c'était du no-code, c'est-à-dire un outil sur lequel on a un niveau de configuration très élevé. Et ça, du coup, on sort de l'informatique et on remet le pilotage dans les mains du métier. Ça, c'est important. Et 2, c'était aussi d'embarquer une solution qui était de bout en bout jusqu'au magasin et dans lequel on a incorporé le succès dans les équipes magasins. Pour moi, c'est les 2 éléments clés de la réussite. Alors, on reviendra après sur la durée parce qu'il y a de la complexité. Hein. Quand je vous raconte qu'il y a 3 entrepôts de fulfillment, vous imaginez un peu ce que ça veut dire. Mais c'est bien ça la suite. Ouais. Pour répondre à votre question sur combien de temps ça prend, ça dépend. Si vous regardez là-bas en Malaisie, on a monté un site sur Shopify avec un nouveau middleware, avec un PIM, avec Eneo, et avec OneStock en 3 mois. En 3 mois. En Angleterre, je suis sur le projet de transformation de JD depuis à peu près 1 an. Pareil, on change tout. Hein. Front, back, etc. Et on est sur le point de terminer. Donc, parce que l'OMS fait partie d'un grand tout. Et donc, du coup, on arrive à avoir entre 3 mois et 1 an de projet. Ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir travailler des sous-projets en parallèle. Et, la plateforme permet aussi de pouvoir travailler comme c'est plusieurs modules de services en parallèle. Donc, typiquement, en Europe, on a travaillé l'Order in Store en Italie et le Front en Angleterre, qui était le navire amiral. En Asie, on a démarré sur la Thaïlande, puis la Malaisie, puis on a déployé le Ship from Store et le Click and Collect avant d'aller sur l'expérience magasin en Australie. Et on a même travaillé en parallèle les marques hors JD qui ont des approches plutôt de fabricants qui avaient des besoins après différents, où ils sont à la fois sur les ventes sur les marketplaces et en magasin et en e-commerce et en wholesale, ce qui a amené aussi des cas d'usage différents. Donc moi, juste pour rajouter, c'est de dire,
en tout cas, je le répète, c'est d'avoir une seule solution OMS sur le groupe qui est capable d'adresser des projets naissants dans une plateforme en Asie, des projets hyper matures sur le nombre de fonctionnalités. Mais ça veut dire aussi que demain, l'Asie, si elle continue à grandir et qu'elle ouvre, les services y sont existants et je ne réinvente pas la roue, j'utilise des fonctions que j'ai mis en place au travers de projets ou de pays plus matures. Donc ça, c'est l'importance d'avoir une seule couche OMS qui permet d'adresser différents types de business, que ce soit du outdoor, du GD ou du tout petit GD qui démarre en Asia-Pacifique. Exact. Voilà, je pense pour conclure, des points clés, en tout cas, c'est de vraiment penser aussi au maximum dans un marché où, avec des plateformes comme OneSock, on a atteint une forte maturité sur les sujets OMS, de pouvoir capitaliser sur du natif, donner la main aux utilisateurs pour réduire le développement de features, pour pouvoir passer plus de temps sur l'intégration ou l'interconnexion de l'OMS avec les autres technologies. Avoir vraiment une approche qui est focalisée sur un blueprint qui permet de pouvoir après répliquer dans les différents marchés et les différents pays, et puis embarquer les équipes métiers, donc les équipes logistiques, les équipes supply, les équipes magasins, à travailler ensemble, parce que c'est vraiment un des facteurs clés de succès pour déployer ces fonctionnalités omnicanal, que ce soit du buy online, pick up in store ou du endless aisle, où on est en magasin et les équipes utilisent un mobile POS pour pouvoir ne pas perdre des ventes. Ouais, bon, on était un peu plus long que prévu, j'espère que c'est intéressant. On s'est toujours pas fait sortir. Une ou deux dernières questions en même temps avant de Juste faire sortir. Pour l'anecdote, on se dit il faut remplir 45 minutes. On a rajouté des slides, mais en fait, question-réponse, ça marcherait bien. Hein. S'il y a des questions. Sur les magasins, c'était le plus facile. Franchement, cette boîte, elle est dingue. Enfin, franchement, moi, j'en ai fait un peu du retail. Hein. J'ai fait quelques boîtes, je ne vais pas les citer parce qu'ils vont mal le prendre. Mais au niveau retail, cette boîte, elle est dingue. Les mecs, tu leur dis, on fait ça, ils disent, OK, on fait ça. On déploie ça? OK, on déploie ça. Moi, j'ai déployé des projets avec eux à une vitesse que j'ai jamais vue. Tout ce qui sert, je reviens. En fait, le leitmotiv à la fin, c'est de dire tout client qui rentre dans le magasin, je fais le max pour qu'il ressorte avec une paire de chaussures. Et tout est basé là-dessus. Le taux de conversion, l'expérience client, la dispo produit. Et c'est ça qui drive tout. Donc à partir du moment où on leur démontre, on leur explique que ça va apporter de la facilité, de la transparence, et qu'au final, le chiffre d'affaires, il fait plus. Donc retail facile, logistique facile. Oui, oui. OK. Appartement. Le plus compliqué, c'était cette culture d'entreprise qui fait que si tu ne l'as pas fait toi-même, ça ne marchera pas. Voilà. Cette culture de malade où ils considèrent tous que s'ils ne l'ont pas développé eux-mêmes, c'est sûr que ça ne va pas marcher. Et donc ça, c'est la culture de la boîte depuis 40 ans. Hein. Donc je dis ça, moi j'ai une vision différente, mais donc c'était le plus compliqué, je trouve, et c'est encore le plus compliqué aujourd'hui quand des fois ils prennent un sujet et ils te font une espèce de truc monstrueux. Tu te dis mais arrête-toi. En natif, ça fait quoi? Ça fait ça. Bon bah arrête-toi là. Et c'est ça le plus dur aujourd'hui, c'est de les ramener toujours au standard. Après, ce qui était en tout cas intéressant pour nous, pour partager en tant que partenaire, c'est d'avoir un CEO qui était engagé, Régis Schulz, qui était quand même sponsor du projet. Et ça, c'était une force d'avoir de votre côté le CEO qui s'est impliqué. Et le CDO et le patron de la transfo digitale qui copilotent le projet. Et là, c'est intéressant. On a des points mensuels avec Ariane et Gitan, Georges, Olivier et les équipes pour aussi s'assurer du bon alignement et nous aussi escalader chez nous tous les besoins. Et ça, c'est en tout cas un facteur clé de succès. Une des différences, je vais vous dire, alors après ça arrive, c'est la vie des boîtes. Hein. Je peux dire qu'à l'informatique, il n'y a pas trop le monde qui a changé. T'es l'OVNI hein, quand même à l'informatique. Sinon, tout le reste de la supply, tout a absolument changé. C'est-à-dire sur les 2 dernières années, il n'y a plus personne de la supply d'il y a 20 ans. Parce que sinon, on aurait rencontré exactement les mêmes modèles. Je veux dire, l'entrepôt de Kingsway, c'est un entrepôt 100% maison. Je veux dire, ils ont absolument tout développé. Moi, j'ai encore 2 entrepôts en Europe. Ils tournent sur un WMS maison. Réunir les équipes retail et les équipes entrepôt, c'était peut-être ça le nœud à débloquer dans le projet. Peut-être s'il y a une autre question, en même temps, on en profite. Tant qu'il n'y met pas de dehors, profitez. Bon. Ah si, encore. Si je vous le dis, vous allez pleurer.
c'est autant que mon entrepôt de M. C'est-à-dire que le poids, je prends la France, je fais autant de pièces expédiées de magasins que de pièces expédiées depuis mon entrepôt, actuellement. En Espagne, c'est 60% du volume e-commerce en pièces. Comment les magasins gèrent les forecasts de vente et donc de commandes? Alors, on a des caps, juste qui limitent le nombre de commandes SFS qui tombent. On est en train de réfléchir, parce que moi, je pousse pour une façon différente, c'est de dire, le magasin, il dit, ben moi, aujourd'hui, je mets une personne à préparer des commandes. On sait qu'une personne peut préparer X commandes de l'heure, et ça va donner, en fait, la capa max de chaque magasin. Mais il y a encore un peu de travail là-dessus, mais la direction dans laquelle je veux qu'on s'inscrive, c'est de dire, je mets 1, 2, 3, 4 opérateurs à faire des commandes, et ça donnera le nombre max de commandes qu'on pourra expédier chez From Store. Et le stock magasin, bien sûr. Parce qu'il y a le en stock. Thaïlande, c'était un des premiers projets qu'on a eu. Ce qui est assez intéressant, c'est pour ne pas ouvrir d'entrepôt, le Ship From Store était une bonne alternative pour démarrer les marchés. Enfin, juste pour partager cette anecdote. Bon, je crois que là, il va falloir qu'on vous libère. Mais on peut continuer cette discussion à la sortie de la salle.